Claire Moreau n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. Lorsque le notaire lui tendit les clés du manoir Bellecour ce matin glacial de février 1973, elle sentit quelque chose de lourd peser sur ses épaules, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le poids du métal rouillé dans sa paume. Le vieil homme avait détourné le regard en murmurant « Que Dieu vous garde, mademoiselle ». Dans son bureau sombre de la rue Saint-Jacques à Paris, entre les dossiers poussiéreux et l'odeur de cire rance, Claire avait cru déceler de la pitié dans ses yeux. Maintenant, 3 heures plus tard, alors que sa Citroën longeait les routes sinueuses de Normandie et que les arbres devenaient de plus en plus tordus, de plus en plus noirs contre le ciel de plomb, elle comprenait pourquoi. Le manoir l'attendait. Il l'avait toujours attendu. Avant de continuer, laissez un commentaire. Votre avis compte vraiment ici. Claire avait 28 ans, célibataire, archiviste à la Bibliothèque nationale, une vie ordonnée et prévisible dans un appartement exigu du Marais. Pas de famille proche. Sa mère était morte 3 ans plus tôt d'un cancer foudroyant, emportant avec elle tous les secrets qu'elle n'avait jamais voulu partager. Ne pose pas de questions sur mes parents, Claire. Certaines histoires doivent rester enterrées. C'étaient presque ses derniers mots. Et pourtant, l'héritage était là, irréfutable. Claire Moreau, unique descendante vivante de la lignée directe Bellecour, héritait d'un domaine dont elle ignorait l'existence jusqu'à ce matin. La route devenait de plus en plus étroite. Les villages se faisaient rares. Saint-Julien-des-Brumes apparut soudain. Une quinzaine de maisons grises aux volets clos, une église au clocher penché, pas âme qui vive dans les rues boueuses. Claire ralentit, cherchant quelqu'un pour demander son chemin. Un vieil homme surgit de l'ombre d'une grange, un seau à la main. Elle baissa sa vitre. « Excusez-moi, monsieur, je cherche le manoir Bellecour. » L'homme se figea. Le seau tomba dans la boue avec un bruit sourd. Il la fixa intensément, ses yeux bleus délavés scrutant son visage comme s'il y cherchait quelque chose de précis. « Vous êtes une Bellecour, dit-il finalement. Ce n'était pas une question. « Oui, enfin, ma mère. Alors vous savez pas ce qui vous attend. » Il cracha par terre. « Continuez tout droit pendant 3 kilomètres. Quand vous verrez le vieux chêne fendu par la foudre, tournez à gauche. Après ça, il n'y a qu'un seul chemin. » Il recula lentement, sans la quitter des yeux. « Mais si j'étais vous, je ferais demi-tour maintenant. Il y a des endroits où les vivants n'ont rien à faire. » Claire remonta sa vitre, troublée. Dans son rétroviseur, elle vit l'homme faire un signe de croix avant de disparaître dans la grange. 3 kilomètres plus tard, le chêne apparut. Un géant calciné, fendu en 2 par une ancienne foudre, ses branches noires tendues vers le ciel comme des bras suppliants. Elle tourna à gauche sur un chemin de terre défoncé. Les arbres se refermaient au-dessus de sa tête, formant un tunnel végétal oppressant. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement d'animaux dans les sous-bois. Juste le silence. Un silence épais, anormal, qui semblait absorber jusqu'au bruit du moteur. Et puis, elle le vit. Le manoir Bellecour surgit de la brume comme un navire fantôme échoué sur une mer d'herbe folle. 3 étages de pierre grise presque noire, des tourelles asymétriques qui s'élevaient à des hauteurs différentes, des dizaines de fenêtres aux carreaux brisés qui ressemblaient à des orbites vides. L'architecture était étrange, déséquilibrée, comme si le bâtiment avait été construit par sections à des époques différentes, sans plan d'ensemble. Des lianes grimpantes recouvraient la façade ouest. Une aile entière s'était effondrée sur elle-même, laissant voir les entrailles de bois pourri. Claire coupa le moteur. Le silence se referma sur elle comme une main glacée. Elle sortit de la voiture, ses bottes s'enfonçant dans le gravier humide. L'air sentait la terre mouillée et quelque chose d'autre, une odeur âcre, organique, de pourriture lente. Le vent soufflait par rafales irrégulières, faisant gémir les volets descellés et siffler l'air à travers les fenêtres brisées. Au-dessus de sa tête, le ciel était d'un gris uniforme, sans nuance, comme si le soleil n'atteignait jamais cet endroit. Elle leva les yeux vers la façade. À une fenêtre du 3e étage, un rideau bougea. Juste un frémissement, une ondulation dans la pénombre. Claire cligna des yeux. Le rideau était immobile. « Allez, Claire », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix étouffée par l'air épais. « C'est juste une vieille maison, juste des pierres et du bois. » Mais ses mains tremblaient lorsqu'elle sortit les clés de sa poche. La double porte d'entrée était massive, en chêne noir clouté de fer, avec des gonds rouillés gros comme des poignets. La serrure résista d'abord, puis céda avec un claquement métallique qui résonna à l'intérieur comme un coup de feu. Claire poussa la porte. Elle s'ouvrit lentement, dans un grincement prolongé qui lui donna la chair de poule.
L'odeur la frappa en plein visage. Moisissure, poussière ancienne, cire rance, et en dessous, quelque chose de plus subtil, de plus dérangeant. Une odeur douceâtre et fade qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le hall d'entrée était immense. Un escalier monumental en bois sombre se divisait en 2 branches symétriques qui montaient vers le premier étage. Des meubles sous des draps blancs étaient disposés le long des murs, fantômes figés dans l'attente. Des portraits au cadre doré recouvraient chaque pan de mur disponible. Des dizaines de visages sévères qui la regardaient depuis les ténèbres. Le sol était recouvert d'un tapis persan, autrefois somptueux, maintenant rongé par les mythes et taché de larges auréoles sombres. Claire alluma sa lampe torche. Le faisceau découpa la pénombre en tranches mouvantes. Elle avança prudemment, ses pas soulevant des nuages de poussière qui dansaient dans la lumière. Le premier portrait attira son regard. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'une robe noire austère, les cheveux tirés en chignon serré, les yeux clairs et durs comme de la glace. Une plaque de cuivre au bas du cadre indiquait « Élisabeth Bellecour, 1890-1952 ». Claire s'approcha. Quelque chose dans ce visage lui était étrangement familier. Les pommettes hautes, le menton volontaire, la ligne du nez. Elle sortit son portefeuille, en extirpa une vieille photo de sa mère. La ressemblance était troublante. Pas identique, mais comme des variations sur un même thème génétique. « Tu me regardes, grand-mère ?» murmura-t-elle. Dans la lumière vacillante de sa torche, elle aurait juré voir les yeux du portrait bouger légèrement, suivre son déplacement. Elle secoua la tête. Fatigue. Juste de la fatigue. Claire explora méthodiquement le rez-de-chaussée. Le salon, fauteuil recouvert de drap, une cheminée immense où des bûches à moitié consumées attendaient depuis des décennies, des tables basses jonchées de magazines jaunis datant de 1952. La bibliothèque, des milliers de livres anciens aux reliures de cuir, une échelle roulante, un bureau massif où traînaient encore des papiers éparpillés. La salle à manger, une table dressée pour 6 personnes, des assiettes de porcelaine fine encore en place, des couverts en argent noirci, et dans chaque assiette, les restes momifiés de ce qui avait été un repas. Claire s'approcha, le cœur battant. Dans l'assiette à la place d'honneur, on distinguait encore la forme d'un morceau de viande, ratatiné et noirci. Des verres à pied contenaient une substance évaporée, laissant des résidus rouges au fond. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Sa voix résonna étrangement dans la pièce vide. Elle retourna dans le hall, se planta devant l'escalier. Les marches montaient dans l'obscurité du premier étage. Son instinct lui hurlait de remonter dans sa voiture et de partir. Mais la curiosité, cette curiosité morbide qui définissait sa profession d'archiviste, la poussait en avant. Elle monta lentement, testant chaque marche avant d'y poser son poids. Le bois gémissait sous ses pieds. À mi-chemin, elle s'arrêta. Quelque chose avait changé. La température avait chuté brusquement. Elle voyait maintenant son souffle se former en petits nuages devant sa bouche. En haut des marches, un long couloir s'étendait dans les 2 directions. Des portes fermées ponctuaient les murs à intervalles réguliers. Elle choisit la première porte à droite, tourna la poignée. Une chambre. Lit à baldaquin, armoire massive, coiffeuse avec miroir ovale, relativement préservée. Elle décida de s'y installer pour la nuit. Il était déjà 17 heures, et la nuit tombait vite en cette saison. Claire déroula son sac de couchage sur le matelas poussiéreux, alluma sa lanterne à gaz. Par la fenêtre, elle voyait la forêt s'assombrir rapidement, les arbres devenant des silhouettes menaçantes contre le ciel violet. Elle mangea froidement une conserve, but de l'eau de sa gourde. Le silence de la maison était oppressant. Elle entendait des craquements constants, des gémissements du bois qui travaillait, des soupirs du vent dans les cheminées, comme si le manoir respirait autour d'elle. À 22 heures, épuisée par la route et les émotions, elle se glissa dans son sac de couchage tout habillée et s'endormit. Elle se réveilla brusquement. Sa montre indiquait 3h47. Quelque chose l'avait tirée du sommeil, un bruit. Elle tendit l'oreille, retenant son souffle. Des pas, lents, traînants, dans le couloir. Quelqu'un ou quelque chose marchait de l'autre côté de sa porte. Les lattes de bois grinçaient sous un poids invisible. Un pas, puis un autre, puis un autre. Claire se redressa lentement, le cœur cognant dans sa poitrine. Les pas se rapprochaient. Ils s'arrêtèrent juste devant sa porte. Silence total. Puis la poignée commença à tourner. Lentement, doucement. Le mécanisme grinça dans le silence de la nuit. Claire ne respirait plus.
Elle fixait la poignée qui descendait millimètre par millimètre, et puis plus rien. Le silence revint, encore plus dense qu'avant. Elle resta immobile pendant ce qui lui parut des heures, tous les sens en alerte, aucun autre bruit. Finalement, épuisée nerveusement, elle se rallongea mais ne put se rendormir. Au matin, lorsque les premiers rayons gris filtrèrent par la fenêtre, elle ouvrit prudemment sa porte. Son sang se glaça. Devant sa porte, sur le plancher poussiéreux, des empreintes. Des empreintes de pieds nus, de pieds d'enfants. Elles menèrent jusqu'à sa porte puis repartèrent vers l'escalier. Mais ce qui terrifia Claire au-delà des mots, c'est qu'elles étaient mouillées, pas de poussière, mais de la boue fraîche. Comme si quelqu'un était entré dans la maison pendant la nuit, pieds nus dans la terre froide, et était venu se poster devant sa chambre, sauf qu'elle avait verrouillé la porte d'entrée de l'intérieur. Claire descendit lentement l'escalier, sa torche à la main, suivant les empreintes boueuses. Elles traversèrent le hall, contournèrent l'escalier principal et disparaissaient dans le mur. Non, pas dans le mur, devant un petit panneau de bois sombre qu'elle n'avait pas remarqué la veille. Elle poussa. Le panneau s'ouvrit en grinçant, révélant un escalier étroit qui montait dans les ténèbres. L'escalier de service vers les étages supérieurs. Claire hésita. Chaque fibre de son être lui hurlait de partir immédiatement, de courir vers sa voiture et de ne jamais revenir. Mais sa main, comme animée d'une volonté propre, poussa le panneau plus grand. L'odeur qui descendait de là-haut était épouvantable. Moisissure, humidité, et en dessous toujours cette odeur douceâtre et fade qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle monta. L'escalier tournait en colimaçon, les marches étaient raides et irrégulières. Des toiles d'araignée pendaient du plafond bas. À chaque marche, la température baissait. Elle déboucha sur le deuxième étage. Un couloir identique à celui du premier, mais dans un état de délabrement plus avancé. Le papier peint pendait en lambeaux, révélant le plâtre humide en dessous. Des portes entr'ouvertes laissaient voir des chambres vides, des meubles renversés, des fenêtres brisées par lesquelles s'engouffraient le vent et la pluie. Les empreintes continuaient. Elles menaient vers un nouvel escalier, plus étroit encore, qui montait vers le troisième étage. Claire monta, sa respiration formant maintenant des nuages épais dans l'air glacé. Le troisième étage était différent. Le couloir était bas de plafond, étouffant. 6 portes. 5 étaient ouvertes ou déverrouillées. La 6e porte, au fond du couloir, était différente. Bois noir, presque anthracite, serrure massive. Et surtout, 8 verrous installés de l'extérieur. Des verrous neufs en acier qui détonnaient avec le reste de la maison décrépite. Sur le bois sombre, quelqu'un avait gravé au couteau, encore et encore, les lettres s'entrelaçant dans un chaos frénétique. Ne la laissez jamais sortir. Claire sentit ses genoux faiblir. Un froid glacial émanait de cette porte, un froid qui n'avait rien de naturel. Sa lampe torche vacilla, et puis elle l'entendit, de l'autre côté de la porte, une voix, douce, cristalline. Une voix d'enfant qui chantonnait une berceuse. « Dors, mon enfant, dors vite, car dans le noir quelque chose habite. Ferme les yeux et ne regarde pas, ce qui attend au fond de tes draps. » La chanson s'arrêta brusquement. Un silence. Puis, « Elisabeth, c'est toi? Tu es revenue ?» La voix était si claire, si proche, comme si la fillette se tenait juste de l'autre côté du bois. Claire voulut parler, mais aucun son ne sortit. « Elisabeth, réponds-moi, je sais que tu es là. Je t'ai entendu marcher cette nuit. » La voix prit une tonalité étrange, à la fois enfantine et infiniment vieille. « Tu es revenue pour terminer ce que tu as commencé il y a 20 ans. Je ne suis pas Elisabeth, » parvint finalement à articuler Claire. Un rire cristallin presque joyeux, qui fit courir des frissons sur toute sa peau. Menteuse. Tu es toujours Elisabeth. Toutes les femmes Bellecour le sont. C'est notre pacte. C'est écrit dans notre sang. Une pause. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette maison t'appelle. Elle t'a toujours appelé. C'est pour ça que tu es revenue. Claire recula d'un pas. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit lâcher sa lampe. Qui es-tu? Tu le sais déjà. Tu l'as toujours su. La voix se fit murmure, intime, comme si la fillette collait ses lèvres contre le bois. Je suis la gardienne. Je suis la promesse. Je suis ce qui reste quand tout le reste s'est enfui. Et maintenant que tu es là, maintenant que tu as franchi le seuil, eh bien, tu ne pourras jamais repartir. La maison ne le permettra pas. Claire se retourna et courut. Elle dévala les escaliers dans un état de panique pure, trébucha, se rattrapa aux murs humides, descendit encore.
Elle traversa le hall à toute allure, se rua vers la porte d'entrée, tourna la poignée. Verrouillée. Impossible. Elle ne l'avait pas verrouillée ce matin, elle l'avait juste refermée. Elle fouilla frénétiquement ses poches. Les clés. Où étaient les clés? Pas dans ses poches, pas dans son sac à dos resté dans la chambre. Un bruit derrière elle la fit se retourner. Sur la table du hall, là où elle était certaine qu'il n'y avait rien quelques instants plus tôt, ses clés étaient posées, sagement. En évidence. Et à côté, un message tracé dans la poussière avec un doigt invisible, « Bienvenue à la maison, Elisabeth ». Claire resta figée devant ce message pendant un temps qu'elle fut incapable d'évaluer. 1 minute, 10 minutes, le temps semblait s'être arrêté dans le hall du manoir Bellecour, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant sa réaction. Le froid continuait de souffler de quelque part au-dessus de cette porte verrouillée au 3e étage, tel un courant d'air glacé qui descendait les escaliers et se répandait dans toute la demeure. Elle saisit les clés d'une main tremblante. Sa première impulsion était de fuir, de forcer la porte si nécessaire, de courir jusqu'à sa voiture et de ne jamais regarder en arrière. Mais une pensée l'arrêta. Si je pars maintenant, je ne saurai jamais. Et cette ignorance la rongerait jusqu'à la fin de ses jours, comme elle avait rongé sa mère, et sans doute sa grand-mère avant elle. Pas encore, murmura-t-elle dans le silence oppressant, pas avant de comprendre. Elle devait trouver des réponses, et elle savait exactement où chercher. La bibliothèque était au fond du couloir est, accessible par une double porte aux panneaux de verre dépolis. Claire poussa les battants, et ils s'ouvrirent dans un gémissement prolongé qui résonna comme un soupir de soulagement ou peut-être d'avertissement. La pièce était immense, une cathédrale dédiée au savoir. 2 étages de rayonnage montaient jusqu'à un plafond à caissons où des fresques délavées représentèrent des scènes mythologiques, ou peut-être autre chose. Dans la pénombre, les figures ressemblaient davantage à des formes tordues et grimaçantes qu'à des dieux olympiens. Une galerie courait le long du 2e niveau, accessible par un escalier en colimaçon. Des échelles roulantes permettaient d'atteindre les étagères les plus hautes. L'odeur était écrasante, vieux papier, cuir moisi, encre séchée depuis des décennies, et toujours en arrière-plan, cette senteur organique douceâtre qui imprégnait tout le manoir. Claire alluma toutes ses lampes, torches, lanternes à gaz, même les bougies qu'elle trouva sur un bureau massif près de la fenêtre. La lumière chassa partiellement les ombres, mais elles se réfugièrent dans les coins, dans les interstices entre les livres, attendant patiemment leur revanche nocturne. Elle commença ses recherches méthodiquement, appliquant les techniques acquises durant ses années à la Bibliothèque nationale. Les livres sur les étagères inférieures étaient récents, enfin, récents pour cette maison. Années 1920 à 1950 principalement. Romans populaires, encyclopédies, livres de cuisine, guides agricoles. Mais en montant vers les étagères supérieures, les ouvrages devenaient plus anciens, 18e siècle, 17e, certains remontant même au 16e siècle. Des traités de philosophie, des grimoires d'alchimie, des textes religieux aux pages couvertes d'annotations manuscrites dans les marges, puis elle découvrit la section cachée. Derrière un rayonnage consacré aux travaux agricoles du 19e siècle, elle remarqua une irrégularité dans le mur du fond. En y regardant de plus près, elle vit qu'il s'agissait d'un autre rayonnage, dissimulé derrière le premier. Elle tira sur l'étagère de devant. Elle pivota facilement sur des gonds huilés, révélant un espace secret. Là, dans cette alcôve cachée, étaient conservés les véritables secrets de la famille Bellecour, des dizaines de journaux intimes aux reliures de cuir usé, des liasses de lettres attachées par des rubans décolorés, des coupures de journaux jaunis, des photographies anciennes aux bords dentelés, des documents légaux aux cachets de cire brisés. Claire les sortit un par un, les disposa sur le grand bureau, créant une chronologie. Elle commença par les plus anciens. Journal de Marguerite Bellecour, 1847. L'écriture était serrée, presque illisible, tracée à la plume d'oie, avec une encre qui avait viré au brun. 15 avril 1847. Ma sœur Annabelle est morte hier. Encore. C'est la 3e fois qu'elle meurt depuis que nous avons emménagé dans cette maison il y a 2 ans. Papa dit que c'est une bénédiction du ciel. Que notre lignée ne s'éteindra jamais. Que nous sommes choisis. Mais moi j'ai vu ce qui se passe dans la chambre du grenier. Ce n'est pas Annabelle qui revient. C'est quelque chose qui porte son visage. Ses yeux ne sont plus les mêmes. Ils sont vides, comme des puits sans fond. 3 mai 1847. Annabelle, celle qui prétend être Annabelle, m'a parlé aujourd'hui. Elle m'a dit «
Ne sois pas triste, Margot. Bientôt ce sera ton tour. Bientôt tu comprendras. J'ai peur. Maman refuse de me regarder dans les yeux. Papa passe ses nuits enfermé dans son bureau à lire ses vieux livres qu'il a trouvés dans les fondations de la maison. 12 mai 1847. J'ai compris ce qui se passe. J'ai lu les livres de papa pendant qu'il dormait. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un pacte. Un pacte conclu il y a longtemps, bien avant notre arrivée. La maison prend, et puis elle rend. Mais ce qu'elle rend n'est jamais tout à fait ce qu'elle a pris. Le journal s'arrêtait là. Les pages suivantes avaient été arrachées. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle prit un autre document, un registre paroissial datant de 1823, extrait du registre de la paroisse de Saint-Julien-des-Brumes, 1823. Le manoir Bellecour a été achevé en cette année de grâce 1823 par M. Armand Bellecour, négociant enrichi par le commerce colonial. La demeure a été construite sur l'emplacement de l'ancien couvent des Sœurs Silencieuses, ordre contemplatif, détruit par le feu en 1789, durant les troubles révolutionnaires. Note du Père Augustin. Il convient de mentionner, bien que les autorités préfèrent garder le silence sur ce sujet, que les circonstances de l'incendie du couvent n'ont jamais été élucidées. Les 23 religieuses qui y vivaient cloîtrées ont péri dans les flammes. On dit que Mère supérieure Sœur Angélique, dans les derniers instants avant que le feu ne la consume, aurait maudit la terre elle-même, condamnant quiconque oserait construire à cet endroit à connaître les tourments éternels. Mais ce ne sont là que superstitions de paysans ignorants. Claire relut ce passage 3 fois, son malaise grandissant, un couvent détruit, 23 religieuses mortes, une malédiction. Elle continua ses recherches, remontant la chronologie. Testament d'Henri Bellecour, 1901. Moi, Henri Bellecour, en pleine possession de mes facultés mentales, contrairement à ce que certains membres de ma famille voudraient de faire croire, lègue ce manoir à ma fille aînée Marguerite avec les conditions suivantes. Premièrement, jamais, sous aucun prétexte, quelque circonstance que ce soit, la porte de la chambre du grenier nord ne devra être ouverte. Deuxièmement, chaque année, lors de l'équinoxe d'automne, un membre de la famille devra passer une nuit complète dans la maison, de minuit à minuit, sans jamais quitter l'enceinte du bâtiment. Troisièmement, si ces conditions ne sont pas respectées, la lignée Bellecour sera damnée pour 7 générations et la maison réclamera son dû d'une manière terrible. Je sais que ces exigences paraîtront folles à certains, mais ceux qui ont vécu dans cette maison, ceux qui savent, comprendront. Nous gardons quelque chose ici, quelque chose qui ne doit jamais être libéré. Le prix à payer pour notre prospérité, pour notre longévité, pour tous les avantages dont notre famille a joui depuis 1823, ce prix doit continuer d'être payé. Claire sentit son sang se glacer. Nous gardons quelque chose ici. Les mots résonnaient dans son esprit. Elle prit une autre liasse, des coupures de journaux datant de 1952. Le Courrier de Normandie, 23 mars 1952. Tragédie à Saint-Julien-des-Brumes, une famille entière retrouvée morte. Une découverte macabre a été faite hier matin au manoir Bellecour. Monsieur Robert Marchand, facteur du village, inquiet de ne pas avoir vu les résidents depuis plusieurs jours, a alerté la gendarmerie. Les enquêteurs ont découvert les corps de 5 personnes dans la salle à manger du manoir. Pierre Bellecour, 58 ans, industriel, son épouse Catherine, 54 ans. Leurs 3 enfants, Jean, 19 ans, Marie, 16 ans, et Théodore, 11 ans. Les corps étaient assis autour de la table du dîner, figés dans une attitude presque naturelle. Selon le docteur Lemaître, médecin légiste, tous seraient morts simultanément d'empoisonnement au cyanure. Les traces de poison ont été retrouvées dans le vin et les plats servis. Seule Madame Élisabeth Bellecour, 62 ans, belle-mère de Pierre, a été retrouvée vivante, errant dans les étages supérieurs du manoir, dans un état de confusion mentale avancée. Elle n'a cessé de répéter « C'était nécessaire, il fallait nourrir la maison, c'était le prix ». Madame Bellecour a été internée à l'asile départemental de Bonneville. L'enquête suit son cours, mais les autorités penchent mat pour la thèse d'un suicide collectif orchestré par Élisabeth Bellecour pour des raisons qui restent à déterminer. Claire dut s'asseoir, sa grand-mère, Élisabeth, celle du portrait dans le hall, celle dont elle portait apparemment le prénom selon la voix du 3e étage. Elle avait empoisonné toute sa famille. Mais pourquoi? Il fallait nourrir la maison. Qu'est-ce que cela signifiait? Claire continua à fouiller fébrilement dans les archives. Elle trouva un dossier médical, des copies de documents de l'asile, rapport psychiatrique, docteur Jean Valmont, asile de Bonneville,
15 avril 1952. La patiente. Élisabeth Bellecour présente des symptômes de psychose aiguë avec délire mystique. Elle maintient une cohérence troublante dans son récit, répétant inlassablement la même histoire. Selon ses dires, la famille Bellecour aurait conclu un pacte en 1823 avec une entité qu'elle nomme la gardienne. En échange de prospérité et de longévité, la famille devait effectuer un sacrifice tous les 25 ans. Un membre de la famille devait mourir dans la maison lors de l'équinoxe d'automne. Elle affirme que son mari, décédé en 1949, avait refusé de perpétuer cette tradition, estimant qu'il s'agissait de superstitions barbares. Élisabeth prétend que c'est pour cette raison qu'elle a empoisonné toute la famille en mars 1952, non pas par folie, mais pour rétablir le pacte et empêcher la gardienne de se libérer. Elle répète sans cesse « Si nous ne lui donnons pas ce qu'elle veut, elle prendra tout. Elle sortira de sa chambre et dévorera le monde. » Note personnelle, je n'ai jamais rencontré de délire aussi élaboré et maintenu avec autant de conviction. La patiente semble véritablement croire chaque mot qu'elle prononce. Claire laissa tomber le document, ses mains tremblant trop fort pour continuer à lire. Tout se mettait en place. Les verrous sur la porte du 3e étage, les testaments avec leurs conditions étranges, les disparitions, les morts, les secrets. Tout convergeait vers une seule et terrifiante vérité. Sa famille gardait quelque chose enfermé depuis 1823, quelque chose qui se nourrissait de sacrifices, quelque chose que sa grand-mère avait tenté de satisfaire en tuant toute sa famille. Et maintenant, Claire était seule dans cette maison, la dernière Bellecour. Un craquement au-dessus de sa tête la fit sursauter, puis un autre. Quelqu'un, quelque chose, marchait au 2e étage, juste au-dessus de la bibliothèque. Les pas étaient lents, mesurés comme ceux d'une personne qui se promène tranquillement. Ils traversèrent le plafond d'un bout à l'autre de la pièce, puis s'arrêtèrent, exactement au-dessus d'où elle se tenait. Claire leva les yeux vers le plafond. Les planches anciennes gémissaient sous un poids invisible. Et puis une voix, la même voix enfantine du 3e étage, résonna à travers les murs, portée par les conduits de cheminée, amplifiée par l'architecture de la maison. « Tu comprends maintenant, Élisabeth? Tu vois pourquoi tu es revenue ?» Claire ne répondit pas, ne pouvait pas répondre. « C'est bientôt l'équinoxe, tu sais. Dans 3 jours, 25 ans se seront écoulés depuis le dernier sacrifice. 25 ans que je n'ai pas mangé. J'ai tellement faim. » Les pas reprirent, se dirigeant vers l'escalier. « Tu peux courir, ils ont tous couru, mais la maison ne te laissera pas partir. Elle ne m'a jamais laissé partir, moi. Pourquoi te laisserait-elle partir, toi ?» Claire se précipita vers la porte de la bibliothèque, la verrouilla de l'intérieur. Dérisoire, elle le savait, mais c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Elle retourna au bureau, ralluma toutes les bougies qui avaient mystérieusement commencé à s'éteindre. Dans la lumière vacillante, elle remarqua quelque chose qu'elle avait manqué. Un dernier document coincé sous le registre paroissial. Un journal, pas ancien comme les autres, récent, le journal de sa mère, journal de Marie-Claude Moreau, née Bellecour, 1970, 13 septembre 1970. J'ai reçu une lettre aujourd'hui, de l'asile de Bonneville. Ma grand-mère Élisabeth est morte la semaine dernière. Elle avait 80 ans. Apparemment, jusqu'à son dernier souffle, elle a maintenu son histoire de malédiction familiale. Les médecins ont trouvé ça fascinant d'un point de vue psychiatrique, une psychose maintenue avec une cohérence parfaite pendant 18 ans. Ils m'ont envoyé ses affaires personnelles. Parmi elles, des lettres qu'elle m'adressait mais qui n'ont jamais été postées. Je les ai lues, mon Dieu. Je ne sais pas si elle était folle ou si... Non, c'est impossible. Ce sont des superstitions, des délires d'une femme qui a assassiné sa famille et qui a construit une mythologie élaborée pour justifier l'injustifiable. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai si peur? Pourquoi est-ce que, en lisant ces lettres, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi, comme une mémoire ancestrale enfouie dans mon sang? Je ne retournerai jamais au manoir. Jamais. Et je ne dirai jamais rien de tout cela à ma fille. Claire grandira libre de ce fardeau. La malédiction, si malédiction il y a, s'arrêtera avec moi. 21 septembre 1970. J'ai brûlé toutes les lettres de grand-mère. C'est terminé. Le journal s'arrêtait là. Claire sentit des larmes brûlantes couler sur ses joues. Sa mère avait su. Elle avait su et avait tout fait pour la protéger. Mais maintenant, Claire était là, dans la maison. À 3 jours de l'équinoxe d'automne, elle regarda sa montre. 27 septembre 1973,
22h17. L'équinoxe tombait le 30 septembre à minuit. Elle avait un peu plus de 2 jours pour comprendre comment sortir de cette maison, ou pour accepter son destin. Un bruit sourd la fit sursauter. Quelque chose venait de tomber quelque part dans la bibliothèque. Elle dirigea sa lampe vers les rayonnages. Un livre était tombé du 2e niveau, s'écrasant sur le sol dans un nuage de poussière. Elle s'approcha prudemment, ramassa le volume. C'était un livre ancien, une reliure de cuir noir sans titre apparent. Elle l'ouvrit. Des pages manuscrites, des dessins, des diagrammes. C'était un grimoire, et sur la première page, d'une écriture ancienne et élégante, le pacte de la gardienne, rituel de liaison et de confinement, rédigé par sœur Angélique, mère supérieure du couvent des Sœurs Silencieuses, en l'an de grâce 1789. Claire s'assit lentement sur le sol, le livre dans les mains. Elle allait lire ce grimoire, comprendre ce qui était enfermé au 3e étage, comprendre ce qu'était vraiment la gardienne. Et peut-être, trouver un moyen de briser le pacte, ou du moins de survivre aux 2 prochains jours. Dehors, le vent se leva brusquement. Les volets claquèrent. La pluie commença à tomber, martelant les fenêtres avec une violence soudaine. Et du 3e étage descendit un rire, léger, presque joyeux, comme si quelque chose là-haut se réjouissait déjà de ce qui allait venir. Claire resta assise sur le sol froid de la bibliothèque pendant un long moment, le grimoire ouvert sur ses genoux, incapable de tourner la première page. La pluie battait maintenant les fenêtres avec une rage qui semblait presque consciente, et le vent hurlait dans les cheminées comme une meute de loups affamés. Les bougies vacillaient dangereusement, leurs flammes dansant dans des directions impossibles, parfois horizontalement, comme si une force invisible soufflait dessus depuis l'intérieur de la pièce. Elle prit une profonde inspiration et commença à lire. L'écriture de sœur Angélique était serrée et méthodique, chaque mot tracé avec une précision presque obsessionnelle. Mais à mesure que Claire avançait dans les pages, l'écriture devenait de moins en moins régulière. Les lettres s'agrandissaient, tremblaient, comme si la main qui les traçait perdait progressivement le contrôle. Le grimoire de sœur Angélique, premier récit, 3 janvier 1789. Notre ordre, les Sœurs Silencieuses, a été fondé en 1623 avec un seul but, garder le sceau. Nous ne prions pas pour le salut des âmes. Nous ne nous consacrons pas aux œuvres charitables. Notre vocation est plus sombre, plus ancienne, plus nécessaire. Sous ce couvent, dans les fondations mêmes, repose quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui était là bien avant que l'homme ne construise ses premières cabanes, bien avant que Rome ne soit fondée, bien avant que l'histoire ne commence à s'écrire. Les druides qui vivaient dans ces forêts il y a 2000 ans l'appelaient « celle qui attend dans le noir ». Les Romains qui les ont conquis l'ont nommée Diversa Infantia, l'enfance dévorée. Chaque époque lui a donné un nom différent, mais sa nature est toujours la même. Elle était enfant une fois, ou du moins, elle a porté l'apparence d'un enfant. Mais elle est devenue autre chose, quelque chose de tordu, quelque chose d'affamé. Claire sentit sa gorge se serrer. Ses doigts tremblaient en tournant la page. Notre ordre a été fondé lorsque l'Église a compris qu'elle ne pouvait être détruite. On peut brûler un corps, exorciser un démon, mais elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est une aberration, un glissement dans le tissu de la réalité, une erreur que l'univers lui-même ne peut corriger. Alors, nous l'avons enfermée, dans une chambre spécialement construite gravée de sceaux que les druides nous ont transmis avant de disparaître, une chambre hors du temps, une prison dimensionnelle. Mais les prisons nécessitent de l'entretien, les sceaux s'affaiblissent, et elle est patiente, elle attend, elle chuchote à travers les murs, elle promet, elle corrompt. Pour maintenir le sceau, un sacrifice doit être fait tous les 25 ans, une vie innocente, un enfant de moins de 12 ans, son essence nourrit les sceaux, son sang renforce les murs, sa mort maintient la prison fermée, c'est horrible, je le sais, mais l'alternative est pire, tellement pire, car j'ai vu ce qui se passe quand elle s'échappe. Claire dut s'arrêter de lire. Elle avait la nausée, des sacrifices d'enfants, pendant des siècles, pour garder quelque chose enfermé, et sa famille avait continué cette tradition. Elle tourna plusieurs pages, cherchant des informations plus concrètes. Elle tomba sur un passage daté de juillet 1789, 14 juillet 1789. Paris est en feu, paraît-il.
la révolution a commencé. Mais ici, dans notre couvent isolé, nous poursuivons notre veille éternelle. Cependant, quelque chose a changé. Elle est plus active, plus présente. Les sœurs l'entendent chanter la nuit, des berceuses terribles dans une langue que personne ne connaît. Sœur Marie-Thérèse est devenue folle la semaine dernière. On l'a retrouvée dans la chapelle, en train de se lacérer les bras avec un éclat de verre, murmurant « Elle veut sortir. Elle a tellement faim, il faut la laisser sortir. » Le sacrifice de cette année devait avoir lieu à l'équinoxe d'automne, comme toujours. Mais je crains que nous n'ayons pas jusque-là. 3 août 1789. 3 sœurs sont mortes cette nuit. On les a trouvées dans leurs cellules, les yeux grands ouverts, figées dans une expression de terreur absolue. Pas de blessures, pas de signe de lutte. Leurs cœurs se sont simplement arrêtés. Elle devient plus forte. Les sauts s'affaiblissent plus vite que prévu. Je vais tenter quelque chose de désespéré. Un nouveau rituel. Au lieu d'un sacrifice unique tous les 25 ans, je vais créer un pacte perpétuel. Une lignée familiale sera liée aux sceaux. Leur sang renforcera la prison de génération en génération. En échange, cette famille recevra prospérité, longévité, protection. Mais le prix sera lourd. Chaque 25 ans, un membre de la famille devra mourir dans la maison construite sur notre couvent. Mourir de sa propre volonté ou de la main d'un autre membre de la famille. Le sang familial nourrira les sceaux. C'est monstrueux, mais c'est nécessaire. 15 août 1789. J'ai tenté le rituel cette nuit. J'ai utilisé mon propre sang pour tracer les symboles. J'ai prononcé les mots interdits. J'ai ouvert une brèche. Et elle m'a parlé. Mon Dieu, sa voix. Douce comme le miel, froide comme la tombe. Elle a accepté le pacte. Mais elle a ajouté sa propre condition. Si jamais la lignée s'éteint, si jamais le pacte est rompu, si jamais personne ne meurt lors de l'équinoxe, alors les sceaux tomberont immédiatement. Et elle sera libre. Et quand je serai libre, a-t-elle dit, je dévorerai d'abord ceux qui m'ont gardé, puis je dévorerai leurs descendants, puis je dévorerai le monde entier, lentement, savoureusement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien que le noir et la faim. 10 septembre 1789. Les révolutionnaires approchent. Nous avons entendu qu'ils brûlent les églises et les couvents, qu'ils massacrent les religieux. Peu importe. Mon œuvre est accomplie. Le pacte est établi. J'ai déjà trouvé la famille qui l'acceptera. Les Bellecour, marchands enrichis, ambitieux, prêts à tout pour assurer leur lignée et leur fortune. Armand Bellecour signera le contrat demain. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il signe. Mais son sang le lira, lui et tous ses descendants. 20 septembre 1789. Ils sont là. Les révolutionnaires. J'entends leurs cris, leurs torches qui s'approchent. Qu'ils viennent, qu'ils brûlent ce couvent. Peu importe. Elle est en sécurité maintenant, enfermée pour toujours, ou du moins aussi longtemps que la lignée Bellecour survivra. Le grimoire s'arrêtait là. Les dernières pages étaient couvertes de symboles étranges, de diagrammes, de formules, dans des langues que Claire ne reconnaissait pas. Elle referma lentement le livre, ses mains tremblant tellement qu'elle faillit le lâcher. Tout était vrai. Chaque mot des journaux, chaque ligne des testaments. Sa famille y était liée depuis 1789 à une créature cauchemardesque, enfermée dans les fondations de ce qui était devenu leur manoir. Et maintenant, Claire était la dernière Bellecour. Si elle mourait, ou si elle refusait de mourir lors de l'équinoxe, la gardienne serait libérée. Un bruit la fit sursauter, un craquement juste derrière elle. Elle se retourna brusquement. Une des échelles roulantes s'était déplacée toute seule, glissant silencieusement le long de son rail jusqu'à s'arrêter devant une section particulière des rayonnages. Claire se leva lentement, le grimoire sous le bras. Elle s'approcha de l'échelle, leva les yeux vers l'étagère qu'elle désignait. Là, un livre dépassait légèrement des autres, comme s'il avait été récemment consulté et mal remis en place. Elle monta l'échelle prudemment. Ses mains trouvèrent le livre, un album de photographies anciennes, relié de cuir rouge. Elle redescendit, posa l'album sur le bureau à côté du grimoire, l'ouvrit. Des photographies jaunies, certaines datant du XIXe siècle, d'autres plus récentes. Toutes montrèrent la famille Bellecour à différentes époques. 1823. Armand Bellecour et sa femme devant le manoir fraîchement construit, raides dans leurs vêtements sombres, leurs visages sévères. 1847. Une famille nombreuse, parents et 6 enfants, devant la même façade. Mais quelque chose clochait dans la photo.
L'un des enfants, une petite fille au premier rang, était flou. Pas à cause d'un mouvement. Non. C'était comme si l'image elle-même refusait de la capturer correctement. Son visage était une tache indistincte. 1872. Un portrait de famille dans le salon. 8 personnes. Mais là encore, l'un des enfants, un garçon cette fois, était flou, indistinct. Claire tourna les pages de plus en plus vite. Photo après photo, génération après génération. Et toujours un enfant flou. Un enfant dont le visage refusait d'être photographié. 1901. Une grande photo de mariage. Henri Bellecour et sa jeune épouse. Mais à l'arrière-plan, à une fenêtre du 3e étage, une silhouette indistincte. Une petite silhouette. 1925. Un pique-nique familial dans les jardins. Tout le monde souriait. Sauf qu'à l'ombre d'un arbre, à la limite du cadre, on distinguait une forme, petite, floue, qui observait. 1952. La dernière photo. La famille réunie autour de la table de la salle à manger. Pierre, Catherine, leurs 3 enfants, et Élisabeth. Tous souriaient, figés dans un instant de bonheur apparent. Mais à la fenêtre derrière eux, claire comme le jour cette fois, une fillette, environ 10 ans, cheveux longs et noirs, robe blanche démodée, visage pâle. Et ses yeux étaient entièrement noirs, pas d'iris, pas de blanc, juste du noir absolu. Et elle souriait, un sourire trop large, trop de dents. Claire referma violemment l'album. « C'est elle, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle dans le vide. « C'est la gardienne. » Comme en réponse, toutes les bougies s'éteignirent simultanément. L'obscurité tomba comme un rideau. Claire alluma frénétiquement sa lampe torche, mais la batterie faiblissait déjà. La lumière était jaune, tremblante. Un bruit. Dans le couloir, juste de l'autre côté de la porte verrouillée, des pas, légers, enfantins, qui s'approchaient. La poignée de la porte bougea. 1 fois, 2 fois. Claire. La voix était douce, presque chantante. Claire Bellecour, dernière de la lignée. « Laisse-moi tranquille », parvint à articuler Claire, surprise par la fermeté de sa propre voix. Un rire cristallin, innocent en apparence, mais en dessous, quelque chose d'ancien, quelque chose de terrible. « Tu as lu le grimoire. Tu comprends maintenant. Tu sais ce que tu dois faire. Je ne ferai rien. Oh, mais si, tu le feras. » La voix se fit plus proche, comme si la fillette, la chose, collait sa bouche contre le bois de la porte. « Tu le feras parce que tu n'as pas le choix. Soit tu meurs lors de l'équinoxe et je reste enfermé, soit tu refuses de mourir et je suis libéré. Il doit y avoir une autre solution. Il n'y en a pas. » La voix prit une tonalité presque compatissante. « Crois-tu être la première à chercher une échappatoire? Combien de tes ancêtres ont lu ces mêmes livres, cherché ces mêmes réponses? Combien ont passé des nuits blanches à échafauder des plans? Ils ont tous échoué. Ils ont tous fini par accepter leur destin. Certains se sont suicidés. D'autres ont tué un membre de leur famille, comme ta chère grand-mère Élisabeth. Mais tous, à la fin, ont payé le prix. »« Et pourquoi ?» demanda Claire, des larmes de rage coulant sur ses joues. « Pourquoi cette malédiction? Qu'avons-nous fait pour mériter ça ?» Un silence. Puis, « Mériter? Oh, ma chère enfant, tes ancêtres ont choisi cela. Armand Bellecour savait ce qu'il signait. Il voulait la richesse. Il voulait la puissance. Il voulait que son nom survive à travers les siècles. Je lui ai donné tout cela. En échange de quoi? Du sang? De la mort? En échange de maintenir la prison. Car vois-tu, Claire, je ne suis pas la véritable menace. Je ne suis que la gardienne. Ce que je garde, ça c'est ce qui devrait vous terrifier. » Claire sentit son sang se glacer. « Quoi? Qu'est-ce que tu gardes ?» Un rire. Plus fort cette fois. Presque hystérique. « Tu veux savoir? Vraiment? Alors viens au 3e étage. Ouvre la porte. Regarde. Mais attention, Claire, si tu ouvres cette porte avant l'équinoxe, le pacte sera rompu, et tu libéreras quelque chose de bien pire que moi. » Les pas s'éloignèrent. Le silence revint. Claire resta pétrifiée pendant un long moment. Puis, lentement, elle se dirigea vers la porte, colla son oreille contre le bois. Plus rien. Elle déverrouilla la porte, l'entr'ouvrit prudemment. Le couloir était vide, mais sur le sol, traçant un chemin depuis la bibliothèque jusqu'aux escaliers, des empreintes. Des empreintes de pieds nus d'enfants, mais pas en boue cette fois, en sang. Claire passa le reste de la nuit barricadée dans la bibliothèque. Elle poussa le lourd bureau contre la porte,
empila des chaises devant les fenêtres, alluma toutes les bougies qu'elle put trouver. La lumière vacillante créait des ombres dansantes qui prenaient des formes menaçantes dans les coins de la pièce, mais c'était toujours mieux que l'obscurité totale. Elle s'installa dans un fauteuil de cuir près de la cheminée, une couverture poussiéreuse sur les épaules, et continua à fouiller dans les archives familiales. Si elle devait mourir dans 2 jours, ou pire, si elle devait trouver une solution impossible, elle voulait au moins comprendre toute la vérité. Elle découvrit des lettres, des dizaines de lettres, certaines entre membres de la famille, d'autres adressées à des prêtres, des occultistes, des chercheurs. Toutes posaient la même question. Comment briser le pacte? Lettre d'Henri Bellecour au père Dominique, 1898. Mon père, je vous en supplie, aidez-moi. Ma famille est maudite. Chaque génération, nous devons sacrifier l'un des nôtres pour maintenir quelque chose. Enfermés dans notre demeure, j'ai consulté les grimoires anciens, j'ai parlé avec ceux qui savent. Tous me disent la même chose, il n'y a pas d'issue. Mais je refuse de croire que Dieu abandonnerait ainsi ses enfants. Il doit y avoir un moyen de rompre ce pacte infernal. Réponse du père Dominique. Mon fils, j'ai prié longuement avant de vous répondre. J'ai consulté les textes sacrés et les écrits des grands théologiens. La conclusion est terrible, mais inévitable. Certains pactes ne peuvent être rompus par la volonté humaine. Ce que votre ancêtre a signé dépasse notre entendement. Il a lié votre sang à quelque chose qui existe en dehors des lois divines. Un exorcisme ne suffirait pas. Une bénédiction ne servirait à rien. Il n'y a que 2 issues. Soit votre lignée perpétue le pacte éternellement, soit elle s'éteint. Et dans ce cas, que Dieu nous vienne tous en aide. Claire laissa tomber la lettre. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne parvenait plus à tenir les documents. Elle prit une autre liasse, des lettres plus récentes, de sa grand-mère Élisabeth. Lettre d'Élisabeth Bellecour à son fils Pierre, 1949. Mon cher fils, tu dois comprendre. Je sais que tu penses que je suis folle, que ces histoires de malédiction ne sont que les délires d'une vieille femme, mais je t'en conjure, écoute-moi. Cette maison n'est pas normale, tu l'as senti, n'est-ce pas? Le froid qui descend du 3e étage, les voix que les enfants entendent, les cauchemars que nous faisons tous. Ce n'est pas notre imagination, c'est elle, la gardienne. Elle teste les sots, elle cherche des faiblesses. Elle attend patiemment que nous commettions une erreur. Le prochain sacrifice doit avoir lieu en 1952. Si nous ne le faisons pas, Pierre, je t'en supplie, ne laisse pas ta fierté ou ta raison moderne t'aveugler. Certaines choses existent au-delà de ce que la science peut expliquer. Lettre de Pierre Bellecour à sa mère Élisabeth, 1949. Maman, arrête, tu te rends malade avec ces histoires. Je refuse de croire qu'un Dieu bon exigerait le sacrifice d'innocents. Je refuse de perpétuer cette barbarie. J'ai consulté des psychiatres. Ils disent que notre famille souffre d'une psychose héréditaire, alimentée par des superstitions et des journaux intimes qu'on se transmet de génération en génération. Je vais briser ce cycle. Cette maison sera vendue. Nous déménagerons à Paris. Et ces histoires macabres resteront où elles doivent rester, dans le passé. Dernière lettre d'Élisabeth, non envoyée, datée de mars 1952. Pierre, pardonne-moi. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as refusé de croire. Et maintenant, l'équinoxe approche et elle devient de plus en plus forte. Cette nuit, Jean s'est réveillé en hurlant. Il disait qu'une fillette était dans sa chambre, qu'elle lui murmurait des choses terribles. Marie refuse de manger depuis 3 jours. Elle dit que la nourriture a un goût de cendre. Même le petit Théodore, qui n'a que 11 ans, a des cernes noires sous les yeux et regarde constamment par-dessus son épaule. Les seaux s'affaiblissent. Je l'ai vérifié cette nuit. J'ai osé monter au 3e étage et regarder sous la porte. La lumière rouge pulsait de plus en plus fort. Les symboles sur le cadre de... Mais elle savait la réponse. Ce n'était pas une question de pouvoir. C'était une question de circonstance. Elle était la dernière. Le destin, ou le hasard, l'avait placée à cette intersection terrible. À 21 heures, elle rentra dans le manoir. Elle monta au 3e étage, s'assit dans le couloir face à la porte verrouillée. « Es-tu là ?» demanda-t-elle doucement. « Je suis toujours là. J'ai pris ma décision. » Un silence. Puis, laquelle? Claire prit une profonde inspiration. Les larmes coulaient déjà sur ses joues, mais sa voix était ferme. « Je vais prendre ta place. » Un long, long silence. « Es-tu sûre? Claire, tu comprends ce que cela signifie?
Tu ne pourras jamais revenir en arrière. Tu seras seul. Pour toujours. Je sais. Claire essuya ses larmes. Mais j'ai réfléchi toute la journée. Si je meurs, le pacte continue. Dans 25 ans, un autre descendant, si j'en ai, devra faire le même choix, et ainsi de suite. La souffrance continue, génération après génération. Si je refuse de mourir, le monde est condamné. Des milliards de vies perdues. Mais si je prends ta place, le cycle s'arrête. Tu seras enfin libre, et la créature restera enfermée, pour toujours. Car est-ce le seul choix qui a du sens, le seul qui met fin à cette malédiction? La voix de la gardienne trembla. Personne n'a jamais, en 2000 ans, personne n'a jamais. Alors, il est temps que quelqu'un le fasse. Claire se leva, posa sa main sur la porte. Dis-moi comment procéder. À 23h30, Claire se tenait dans la chambre verrouillée. Les 8 verrous avaient cédé facilement une fois qu'elle avait annoncé son intention. Comme s'ils n'attendaient que ça. La pièce était petite, vide. 4 murs nus couverts de symboles gravés qui brillaient d'une faible lueur rouge. Au centre, un cercle tracé avec quelque chose qui ressemblait à du sang séché. Et dans le cercle, la fillette. Pour la première fois, Claire la voyait vraiment. Elle était là, tangible, solide, pieds nus, robe blanche déchirée, cheveux noirs emmêlés, et ses yeux noirs sans fond qui avaient vu 2000 ans de solitude. « Tu es belle » murmura Claire. La fillette sourit tristement. « Tu es courageuse, plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Toi aussi tu étais courageuse, tu l'es toujours. » Elles se regardèrent en silence. « Comment ça fonctionne ?» Entre dans le cercle. À minuit, l'équinoxe atteindra son point culminant. À ce moment, prends ma main et prononce les mots. La fillette lui apprit les mots, une langue ancienne. Peut-être celle des druides, peut-être quelque chose de plus vieux encore. Claire les répéta jusqu'à les savoir par cœur, puis elle attendit. 23h40, 23h50. À 23h59, elle entra dans le cercle. La fillette lui tendit la main. « Merci, dit-elle doucement. Merci de m'offrir ce que j'espérais depuis 2000 ans. Merci à toi, répondit Claire. Merci d'avoir tenu si longtemps. Les cloches d'une église lointaine, si lointaine qu'elles n'auraient pas dû être audibles, commencèrent à sonner. Minuit. Claire prit la main de la fillette. Elle était glacée, ou brûlante, ou les deux à la fois, et elle prononça les mots. Immédiatement, la douleur explosa. Ce n'était pas physique, c'était plus profond. C'était son essence même qui se dissolvait, se transformait, se reconstituait. Elle sentit son corps devenir transparent, ses pensées se fragmenter. Son humanité se dissipait comme de la fumée. Et en même temps, elle sentit le seau, la faille, la créature qui se pressait de l'autre côté. Elle devint la prison, la serrure, la gardienne. En face d'elle, la fillette s'effondra. Son corps devint solide, tangible, mortel. « Merci », murmura-t-elle une dernière fois, et elle ferma les yeux, pour toujours. Claire, ce qui restait de Claire, la regarda mourir en paix, puis elle se tourna vers la faille. Elle était là maintenant. Elle pouvait la voir, la sentir, la contrôler. La créature rugit de l'autre côté, furieuse d'avoir été privée de sa liberté une fois de plus. Mais Claire tint bon. Elle était la gardienne maintenant, et elle tiendrait. Aussi longtemps qu'il le faudrait, des siècles, des millénaires, une éternité, seule, dans cette chambre, entre deux mondes. Mais elle avait fait son choix, et étrangement, elle ne le regrettait pas. Octobre 2023, 50 ans plus tard. Le manoir Bellecour est devenu une légende locale. Abandonné depuis des décennies, on dit qu'il est hanté. Les jeunes du village osent parfois s'en approcher, mais personne n'entre jamais. Ceux qui passent devant la nuit jurent entendre une voix d'enfant qui chante doucement, une berceuse. Mélancolique mais apaisée, et parfois, à la fenêtre du 3e étage, on aperçoit une silhouette, une fillette aux cheveux noirs qui regarde le monde extérieur. Elle ne cherche pas à sortir, elle ne menace personne, elle garde simplement, comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours. Et quelque part, dans un cimetière oublié près de Saint-Julien-des-Brumes, une tombe anonyme abrite les restes d'une fillette qui a enfin trouvé le repos après 2000 ans de veille. Sur la pierre, quelqu'un a gravé ces simples mots « Elle a gardé le monde ». Maintenant, le monde peut la laisser dormir.